Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, Kevin Gassam et ses compagnons d'infortune, libres de leur mouvement, placés en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui pour fraude au baccalauréat, ils ont été relaxés ce jour. Préalable à la résolution du conflit armé dans le nord-ouest et sud-ouest, un collectif de sénateurs américains exige un cessez-le-feu entre l'armée camerounaise et les séparatistes. C'est l'essentiel d'une résolution introduite au Sénat américain pour adoption. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. Du Rififi à l'explanade de la mairie de ville, près d'une centaine de commerçants s'insurgent contre des représailles à l'endroit du président du marché Madagascar, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Ce dernier a vu sa boutique scellée hier par des agents de la police municipale. À l'origine, la bataille pour le contrôle des ressources issues des activités de salubrité et gardiennage, entre autres. D'autres précisions dans ce reportage de Claude Ekwa, Eric Fopoussi. Devant l'immeuble, abritant les services du maire de la ville de Douala à Bonanjor, des commerçants du marché Madagascar gonflés à bloc. La boutique de celui qu'ils appellent leur président élu a été scellée par les agents de la police municipale. Je suis surpris qu'à 11h, je suis à la banque pour un versement. On m'appelle pour me dire que la communauté urbaine a envoyé plus de 50 policiers municipaux venir me sceller. Donc vraiment, nous sommes déjà déçus par rapport à l'organisation de M. le maire dans nos marchés. Ces commerçants disent être victimes d'injustice depuis 6 mois. En effet, tout est parti d'un arrêté municipal fixant le cadre général de gestion des équipements marchands dans la capitale économique. Signé le 11 mai 2020 par le maire de la ville, Roger Bassadiné, le texte ouvre alors la voie à l'organisation d'élections pour les représentants des commerçants. Quand le maire de la ville est arrivé, il a suspendu la coordination créée par le délégué du gouvernement. Il a organisé les élections dans les marchés, ce qui a été le cas dans notre marché. Au bout d'un processus électoral repris plusieurs fois, au marché Madagascar A, M. Edmond Tamwo est désigné par ses pairs. Nous avons organisé les élections au moins 5 fois dans notre marché et je suis tout porté représentant des commerçants. La dernière fois, ça fait 2 semaines, on m'a élu. Une fois les élections bouclées, la nouvelle équipe entreprend de collecter l'argent nécessaire à l'assainissement du marché. Mais l'initiative rencontre l'opposition du régisseur, à en croire ses commerçants. Nous, les commerçants, nous avons donc décidé de prendre ce qui nous revient de droit. Le gardiennage, balayage, que c'est nous qui organisons, c'est notre organisation. Les toilettes, puisque tout ça c'est pour payer nos gardiens à la fin du mois. Ils ont demandé le 40% de ces recettes. Nous avons accepté parce que nous voulons la paix dans le marché Madagascar. En faisant le trajet quartier Dakar-Bonanjor, les commerçants du marché Madagascar espèrent être entendus. Ils s'en remettent au maire de la ville. Nous sommes déjà fatigués. Nous voulons le super maire. Cette grogne venant du marché Madagascar s'ajoute ainsi à celle toute récente du marché central. À chaque fois, la pomme de discorde est la même. La gestion des marchés pour les commerçants et par les commerçants. Évoquons à présent les nominations dans le commandement territorial. Le chef de l'État, Paul Biya, a procédé ce jour au renouvellement des administrateurs civils au poste de sous-préfet. Et justement, à propos du sous-préfet de Lokundje, Franck Derlin Eyono Ebanga, impliqué dans le décès de l'étudiante Solange Lisienne Taba, a été appelé à d'autres fonctions.
Crise anglophone, des sénateurs introduisent une résolution au Sénat américain pour trouver une solution au conflit armé qui dure depuis 4 ans dans ces régions en crise. Ce collectif de sénateurs exige un cessez-le-feu entre l'armée camerounaise et les séparatistes. C'est l'essentiel d'un communiqué rendu public il y a 48 heures. L'essentiel, c'est avec Jean Pouchouyat. À la tête d'un groupe d'une dizaine de sénateurs, le président de la Commission des Affaires étrangères, Jim Risch, et son collègue Ben Cardin, membre de la sous-commission des crimes transnationaux, de la démocratie et droits de l'homme au Sénat américain, demandent au gouvernement camerounais et aux groupes séparatistes armés de mettre fin à toutes les violences dans les régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest. Condamnant avec la dernière énergie toutes les exactions commises au Cameroun anglophone, ces sénateurs exigent un dialogue inclusif d'entre toutes les parties prenantes au conflit. Dans cette résolution introduite au Sénat américain, ces élus démocrates et républicains confondus suggèrent un accord immédiat d'un cessez-le-feu, la sécurisation des couloirs humanitaires pour l'assistance aux populations civiles, l'autorisation des manifestations pacifiques et surtout associer l'opposition, la société civile, dans la recherche des solutions au respect des droits de l'homme et libertés des Camerounais. 4 préalables pour un retour à une paix durable au Cameroun, lit-on sur ce communiqué daté du 8 septembre 2020. En outre, rappellent ces sénateurs, les forces de sécurité camerounaises ont depuis 2016 procédé aux arrestations et détentions arbitraires, torturé des opposants au régime de Yaoundé, des accusations soutenues sur la base des preuves de l'ONG Human Rights Watch, dont les incendies des villages, l'exécution sommaire des civils dans les 2 régions anglophones, indique le communiqué. Élection régionale, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale se dit favorable à la tenue de ce scrutin qui aura lieu le 6 décembre prochain. Le leader du PCRN, l'honorable Cabra Libi, s'est exprimé au cours d'une conférence de presse ce jour au siège de son parti. Pour lui, les élections régionales est une opportunité pour la mise en place du statut spécial des régions anglophones décidé lors du grand dialogue national à Yaoundé. Je vous invite à l'écouter. Le PCRN pense que les élections régionales ont même tardé à se tenir parce qu'elles font partie du package de résolution du grand dialogue national et elles visent à déclencher le processus de fonctionnement du statut spécial dans les zones en crise. Parce que pour nous, c'est l'une des plus grosses attentes qui sont rattachées aux élections régionales, ce statut spécial. Et pour que ce statut spécial soit mis en œuvre, il faut donc qu'il y ait déjà une assemblée régionale, un House of Chiefs et tout le reste. On espère que ça pourra déclencher un apaisement de la crise de ce côté-là. Tout comme au PCRN, nous pensons également que c'est une grande avancée pour la mise en place d'un sujet qui nous tient à cœur, le régionalisme identitaire ou fédéralisme communautaire, parce qu'en fait, nous pensons qu'il n'y a pas d'élection des régions, il y a plutôt des élections de départements, et les départements sont aujourd'hui au Cameroun la meilleure traduction de la circonscription identitaire, au-delà de la circonscription administrative. Et puis, pour finir, pour le PCRN qui est nouvellement dans le champ politique camerounais, ce sera toujours de l'expérience à engranger, dont nous irons aux élections, là où en théorie, on pense qu'on peut gagner, notamment l'Union Ekele, mais nous irons également dans le Vouri, dans la Salana-Maritime, dans le Nkam, dans le Mbere, dans le Faro, et ainsi de suite. Je vous le disais en titre, le jeune Kevin Gassam respire désormais l'air de la liberté. Il a quitté la prison centrale de Yaoundé-Kondengui ce jour. C'était en présence de son avocat maître Emmanuel Sim qui suivait cette affaire depuis sa mise en détention provisoire le 2 septembre dernier. D'autres précisions, c'est avec Gizogo. C'est un grand soulagement du barreau du Cameroun et des avocats commis à la défense des jeunes Kevin Gassam et Willy Christian Tchabouachou Sandjon après leur remise en liberté dans l'affaire de la fuite des épreuves au baccalauréat. Le barreau qui se veut un barreau humanisant, un barreau qui veut que la justice soit faite selon les règles de l'équité, ne peut être que satisfait que ces enfants qui, soi-disant, sont des consommateurs finaux d'une fraude orchestrée et déclenchée ailleurs, puissent
au moins comparaître libres. J'ai été constitué par la famille de ces enfants pour ce dossier. Je les ai suivis depuis la police judiciaire à la DPJ. Je suis très content. Ils ont fait 1 mois de garde à vue, ce qui a été une durée absolument illégale. Et je pense que les juges ont bien compris que l'issue, ce n'était pas la prison, c'était qu'ils soient libres. Pour l'instant, il faut dire qu'ils sont présumés innocents. Nous irons, s'il le faut, les défendre là il faudra. Mais il était bien qu'ils soient en liberté. Je suis content pour ces enfants, pour leur famille. Quant à ceux qui restent incarcérés dans cette affaire, les démarches sont en cours pour leur remise en liberté. Ces personnes qui sont incarcérées, il faut dire que la liberté accordée aux enfants a été faite d'office. C'est une main levée d'office. Et celle des 2 autres étudiants et de l'enseignant, on a formulé des demandes de mise en liberté provisoire qui, selon la loi, doivent être communiquées au parquet. Donc ces dossiers ont été communiqués au parquet et nous ne doutons pas un seul instant qu'eux aussi bénéficieront de cette mansuétude pour comparaître libres. Malgré cette issue, l'avocat des jeunes Gassam et Sandion dit toujours ne pas comprendre pourquoi les personnels de l'office du baccalauréat sont exemptés des poursuites. Je suis très étonné que dans une affaire de fraude aux examens, on poursuit des élèves qui ont découvert dans leur téléphone des épreuves sur des groupes WhatsApp et qu'on n'essaie pas de retrouver le personnel de l'OCB qui était forcément à l'origine de ces fuites. Je dois m'étonner, je ne vais pas en dire plus. De son côté, le barreau du Cameroun invite à ne pas voir dans sa démarche quelque apologie de la fraude. Il ne s'agit pas pour nous, en nous mobilisant pour leur défense, y compris les autres étudiants, qu'on croit que le barreau fait l'apologie de la fraude. Non, nous ne faisons pas l'apologie de la fraude, nous sommes concentrés pour que tous ceux qui ont posé des actes soient punis, mais que ces enfants qui doivent par ailleurs subir la sanction de la justice administrative, qui est la suspension aux prochains examens, qui ne subissent pas le principe de la double sanction. L'affaire suivra dans son cours, les remis en liberté devront comparaître libres. Recrudescence du grand banditisme à Baganté dans le département du Ndé. Il ne se passe plus une semaine sans qu'un citoyen ne se fasse agresser par des hors-la-loi. Pour mettre fin à cette situation d'insécurité, les autorités de ce département viennent de mener une opération au cours de laquelle plusieurs présumés malfrats ont été interpellés. Jérôme Narcisse Sobzé. Baganté, chef du département du Ndé, est en voie de devenir l'un des fleurons de l'insécurité galopante, où des malfrats sèment chaque jour la terreur, donnant ainsi des insomnies aux paisibles citoyens. Cette mère d'enfant revient de très loin, elle qui vient de se voir déposséder de sa sacoche contenant de l'argent et plusieurs autres effets importants. La scène se passe au quartier 2 de la ville de Baganté. Son bourreau, qui au cours de son forfait a blessé sa victime à coups de machette, a par la suite réussi à prendre la poudre d'escampette. Une situation qui a poussé les autorités de la ville de Baganté à mettre sur pied de nouvelles mesures sécuritaires, lesquelles ont abouti à l'arrestation suite à une perquisition de 3 présumés malfrats habitant le quartier 2 de la même ville. Ces 3 présumés malfrats sont impliqués non seulement dans diverses forfaitures répréhensibles par la loi, mais également soupçonnés d'associations de malfaiteurs et de récidivistes criminels. Ils ont été appréhendés alors qu'ils consommaient du chanvre indien. Une situation qui a poussé le préfet du département du Ndé, Franklin François Etapa, pointé récemment du doigt, à tort ou à raison, après la destruction d'un champ d'artémisia soupçonné d'être du cannabis assorti de ses gonds. Que quand bien même vous aurez des jardins, quand bien même vous aurez des champs d'artémisia, lorsque je vais découvrir qu'il y a une seule tige de chanvre indien ou de cannabis, je vais venir tout détruire. Je suis prêt à aller au tribunal avec ceux qui estimeront qu'ils ont été lésés, le Cameroun étant un état de droit. La dernière étape a été la présentation d'un présumé gang de coupeurs de route interpellé récemment avait en leur possession, d'après les forces de maintien de l'ordre, 2 Kalachnikov et des munitions. Ces présumés malfrats sont également accusés d'être les auteurs des récents cambriolages, respectivement dans une église, un établissement d'enseignement secondaire et une école primaire catholique. Tous ces présumés malfrats méditent en ce moment leur sort entre 4 murs, en attendant que la justice fasse son travail.
Mettons le cap à présent sur la région de l'Est où les communes qui accueillent plus de 1500 réfugiés éprouvent du mal à assurer leur survie. Le gouvernement, avec l'appui de la Banque mondiale, vole au secours de ces communes à travers le projet Guichet Réfugiés. Benjamin Essam. Sur les 17 communes de la région de l'Est abritant les réfugiés centrafricains, 10 hébergent plus de 1500 réfugiés, soit 3% de la population totale de la commune. C'est le cas des communes de Garoua-Boulaye, Gari-Gombo, Kété et autres. La commune de Gari-Gombo est l'une des gares que compte le département de la Bombayengo, avec la particularité d'être une localité frontalière, c'est-à-dire à une proximité de la République centrafricaine. Donc déjà avec l'éclatement de la crise sociopolitique qu'a connu ces pays voisins, la commune a reçu un nombre important de réfugiés. Ces communes, avec celles des régions l'Adamawa du Nord et de l'Extrême Nord, éligibles au guichet réfugiés IDA 18 de la Banque mondiale, vont bénéficier d'un financement additionnel d'un montant de 144 millions de dollars américains. Travaillons ensemble pour élaborer un manuel de procédure commun, un manuel de procédure intégré. On a effectivement donc un périmètre commun dans lequel nous intervenons, chacun dans sa spécificité, mais nous avons donc des communes qui hébergent des réfugiés dans lesquels nous allons travailler. 4 projets vont accompagner ces communes afin de gérer la surcharge due à la pression des réfugiés. Il s'agit de prendre en compte dans les plans communaux de développement la surcharge due à la présence des réfugiés sur le territoire de la commune. La pression qu'apportent de nouveaux élèves dans les salles de classe, la pression qu'apporte une nouvelle surcharge sur le point d'eau, il faut pouvoir capter cela. Il s'agit notamment du programme de développement participatif, le projet filets sociaux, le projet de renforcement de la performance du système de la santé au Cameroun, ainsi que du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun. Nous avons vu que certains dons venaient à contre-temps. Je vais vous citer un exemple. On venait donner les boutures de manioc aux bénéficiaires en mi-octobre. Or, il ne restait plus que quelques jours pour la fin de la saison des pluies. Et après ça, ces boutures séchaient. Soit on partait prendre pour le volet élevage, on partait prendre des caprins dans le Grand Nord. Et dès leur arrivée, ils n'étaient pas adaptés à l'environnement. Il est donc question, à travers ce guichet réfugié, d'imprégner les maires des communes cibles ainsi que tous les acteurs locaux concernés sur l'approche intégrée et le mécanisme de mise en œuvre. Les populations de Marza, en Gaoundéré, menacées d'expulsion de leurs terres, victimes d'intimidation, elles accusent des conseillers municipaux de la ville. D'autres précisions avec Guy Zogo. Dans l'arrondissement de Ngaoundéré 1er, les habitants du quartier Marza vivent un véritable calvaire depuis plusieurs années. Nous sommes propriétaires de parcelles de terrain octroyées par M. le sous-préfet depuis 1984 aux populations et que nous avions effectué la mise en valeur de ces terrains. Et par la suite, en 2008, papa et les populations qui ont bénéficié des superficies sont passées à l'exploitation, c'est-à-dire bâtir des maisons d'habitation. Les conseillers municipaux de la commune de Ngaoundéré 1er, au nom de Aladi Baba Fouye, se sont autoproclamés propriétaires de ces parcelles de terrain. Ces conseillers municipaux vont donc s'employer à s'approprier ces terrains, y compris en usant de la force. Nous avons cassé les premières maisons en 2010. Nous avions été pacifiques. Nous sommes allés voir notre chef de 3e degré qui nous a laissé entendre que ce genre ne dispose d'aucun terrain sur le site. Et c'est ainsi que nous avions repris les constructions. En 2013, ils sont donc revenus. Et là, en utilisant la violence, parce qu'ils étaient armés de haches, de couteaux, de gaz lacrymogènes. Et c'est de là où nous avions essayé de résister. Et ils nous ont
agressés par la violence avec les armes qu'ils avaient en pulvérisant le gaz lacrymogène. Moi-même, ils m'ont battu, mon papa, tous ceux qui étaient là. Le chef de quartier que vous apercevez sur ces images, à l'époque, en est mort. Mon papa était séquestré à la mairie pendant 5 ans de temps. Ils lui ont obligé à boire de l'eau empoisonnée par du gaz lacrymogène. Et c'est de là où par la suite il est rentré à la maison. Et il nous a fait part de ce que la gorge était complètement sèche jusqu'au niveau du ventre. Il s'était retrouvé avec le doigt cassé, oui, avec les douleurs partout au niveau du corps. Mon papa est décédé de suite de la violence en 2015. Pourtant, les plaintes des expropriés n'ont pas prospéré devant la justice qui n'a pas tenu compte de la qualification de coup mortel et après moultes entraves faites aux plaignants. Finalement, les mises en cause n'ont été condamnées qu'à des peines de prison avec sursis. Depuis, les plaignants se sont pourvus en cassation. Préoccupation, c'est que les couches défavorisées auxquelles ces gens passent leur temps à arracher les terrains puissent regagner leur parcelle de terrain. Parce que ce sont des personnes démunies. Et aujourd'hui, quand on les arrache les terrains, ils n'ont pas de boulot. Il y a des aveugles. Et des aveugles qui sont soutenus par les affaires sociales. Et les prêtres catholiques et certains missionnaires qui les viennent de temps en temps en aide. Et vous voyez, quand on les arrache les biens comme ça, là, c'est difficile. Maire de Ngaoundéré Premier à l'époque de cette affaire, Bobo Saliou affirmait que ce terrain était destiné à la construction de la SAR FM, puis du CS, avant d'indiquer qu'il avait été cédé à la mairie par l'ancien député UNDP Nana Koulania. Aujourd'hui, Bobo Saliou est le super maire de Ngaoundéré. Les plaignants l'accusent d'avoir juré d'éteindre cette affaire par tous les moyens. Joint par Equinox Télévision, l'intéressé dit ne plus s'intéresser à cette affaire. Retournons dans la région de l'Est où les travaux de construction de la voirie avancent malgré le retard accusé par les études préliminaires. Mais il faudrait encore près de 20 milliards de francs CFA pour le bitumage de 15 km supplémentaires. Le maire de la ville vient de formuler la demande de financement additionnel à l'endroit de l'Agence française de développement. Benjamin Issam. Bertoua, capitale régionale de l'Est, transformée en un vaste chantier depuis quelques mois. Les travaux de voirie sur un linéaire de 15 km battent leur plein. Les rues de certains quartiers sont déjà revêtues au béton compacté au rouleau. Une technologie innovante qui a fait ses preuves sous d'autres cieux. Pour la qualité et la durée, c'est un très bon matériau. Comme toutes les chaussées en béton d'ailleurs. Si vous avez quelques-unes, on en a quelques-unes dans la ville de Yaoundé et la ville de Douala, vous verrez que les chaussées en béton sont très résistantes, car elles sont bien faites. Les habitants de Bertoua, principaux bénéficiaires de ces infrastructures, apprécient différemment. La ville de Bertoua est en train de changer, en train de migrer, et progressivement, on est en train de voir quelque chose, n'est-ce pas, de beau qui sort de terre. Je peux juste seulement féliciter, n'est-ce pas, les acteurs, afin de ne pas baisser les bras. Quand on dit, n'est-ce pas, que ça change, c'est pas forcément dire que tout est parfait. C'est qu'on dit qu'on aimerait que, n'est-ce pas, d'autres choses encore arrivent, que les projets, que les budgets soient véritablement consommés. À l'horizon 2023, on s'attend à ce que les chantiers de voirie, d'équipements marchands et d'espaces verts du contrat des endettements développement soient totalement livrés. À la mairie de la ville, maître d'ouvrage délégué, on négocie auprès de l'Agence française de développement un financement additionnel pour 15 km supplémentaires de voirie. Ce que le CEDU a fait n'est pas terminé. Ça a un bout inachevé. Donc il était question également au cours de ce comité de demander, n'est-ce pas, que notre bailleur de fonds qui est l'AFD puisse financer les autres 15,5 km de route que nous demandons. Si ce financement est disponible, nous aurons une ville totalement, ou du moins en grande partie, soutenue. Les membres du comité de pilotage de la cellule locale du CD2 viennent de marquer à Bertoua leur approbation sur l'évolution des travaux. Il fallait évaluer les recommandations du premier comité de pilotage qui s'est tenu en 2017, parce qu'il faut signaler ici que ça fait 3 ans qu'on n'a pas tenu le comité de pilotage. Et vous avez vu comme moi que le niveau d'évaluation a été satisfaisant.
parce que la mise en œuvre du projet est effective. Parmi les invités de ce comité de pilotage, les maires des villes de Bamenda et de Garoua qui relèvent la similitude et des difficultés dans l'exécution des travaux. Vous savez, la ville de Garoua bénéficie également du financement de ce financement CDD. Donc, je profite de cette occasion pour remercier le gouvernement et la coopération française pour ce soulagement que nous avons obtenu dans la ville de Garoua pour améliorer, n'est-ce pas, la mobilité urbaine de la ville. Et ce profil nous a permis, n'est-ce pas, de constater déjà qu'il y a une similitude de difficultés qui sont rencontrées à Bertouata et à Garoua. Méfaits de la Covid-19 sur le secteur des oléagineux, les opérateurs de la filière ont donné une conférence de presse à Yaoundé pour rassurer les consommateurs camerounais sur la disponibilité en quantité et en qualité des huiles et autres produits dérivés. Je vous propose d'écouter la réaction de Jackie Kemle. Il est le secrétaire général du regroupement des producteurs des oléagineux. La filière des oléagineux continue à jouer son rôle, c'est-à-dire celui de porteur. Cette filière, il est bon de le savoir, contribue énormément au développement de notre pays. Elle permet d'engranger annuellement une moyenne de 50 milliards en termes de devises. Et c'est cela qu'on attend. Il est bon qu'on sache que nous restons dans cette perspective. Les dispositions ont été prises pour que les espaces marchands soient approvisionnés en huile végétale raffinée, en savon de ménage, de toilettes, en quantité et en qualité, malgré la période difficile liée d'abord à la Covid-19, mais également au fait que nous sommes en période de baisse de production. Et on se serait attendu à ce qu'on commence à crier qu'il y a pénurie, crier qu'il y a inflation, mais des dispositions ont été prises dans un échange nourri entre la filière et le gouvernement pour que nous soyons en capacité d'importer pour remédier au déficit structurel qui est déjà de l'ordre de 160 000 tonnes. C'est inquiétant quand on regarde la production qui quasiment stagne autour de 360 000 tonnes avec une demande ou alors une capacité réelle de transformation de l'ordre de 1 179 000 tonnes par an. Et cette note qui nous parvient à l'instant, dans la vague des décrets du chef de l'État Paul Biya, la diplomatie a été touchée avec la nomination d'un haut commissaire à l'ambassade du Cameroun en Afrique du Sud, en la personne de Anouangele Solomon Azor. C'est avec cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Autou pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Un collectif de sénateurs américains exige un cessez-le-feu immédiat. Serge Alain Autou, des sénateurs américains déterminés à mettre définitivement un terme à la crise anglophone qui dure depuis 4 ans. Ils ont introduit une résolution au Sénat en vue de prendre des sanctions contre des séparatistes, mais également des membres du gouvernement. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien Berthe Bissaï. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.